Comme tous les pays, Haïti est un pays de grande date, 1804, 1915, 1957, 1986, mais derrière ces dates, il y a des trous, des silences et très peu d'archives accessibles. Pas de musée d'État sur la dictature, aucun centre national sur l'esclavage ou l'occupation américaine. En Haïti, la mémoire officielle se construit souvent dans le chaos ou l'indifférence. C'est pour cela qu'on a initié cette saison de Terre des érudits. Pour en parler, nous avons le grand plaisir de recevoir Franz Volter, historien, éditeur et archiviste. Bonjour et bienvenue dans la 10e saison de Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti. À tout de suite. Terre des érudits. Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti. Bonjour Franz Volter. Bonjour Marc Sony, bonjour aux auditrices et auditeurs de ce podcast. Vous êtes historien, cinéaste et éditeur. Vous avez enseigné à l'Université du Chili, à l'UQAM, à l'UDEM, à l'Université nationale autonome du Mexique et à l'Université d'État d'Haïti. Vous êtes actuellement directeur du Syndicat que vous avez fondé en 1983. Vous êtes également membre jury de plusieurs festivals internationaux et a présenté des conférences presque partout dans le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la mémoire. D'ailleurs, le thème de cette série est la question de la mémoire. Qu'est-ce que cette thématique évoque pour vous? Donc, merci encore pour cette invitation. Je dois dire qu'il faudrait a priori établir une distinction entre l'histoire et la mémoire. La mémoire, c'est un narratif, c'est ce que nous retenons et qui change en permanence. C'est ce qui est transcrit je dirais, de façon orale la plupart du temps. C'est ce que nous retenons des faits, alors que dans le cadre d'histoire, il faut quand même établir les faits, il faut quand même travailler sur des archives, ou encore, dans certains cas, sur l'ADN. Je pense par exemple qu'il faudrait, pour établir par exemple la provenance d'un groupe quelconque, avoir des données un peu plus précises. Alors que la mémoire, c'est ce qui nous est transmis des fois dans la famille, c'est ce qui nous est transmis, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, des fois de façon très chaotique, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens retiennent. Prends un exemple, de Dessalines, de Pétion, de Christophe. Alors, nous interprétons tout cela de façon très aléatoire, nous interprétons tout cela avec, à chaque époque, de façon très différente, puisque, par exemple, si je reviens à la figure de Dessalines, cette figure a été taboue pendant très longtemps, au profit, pendant tout le règne de Pétion-Boyer, au profit d'une figure comme celle de Toussaint, et ça a été la même chose pour Christophe. Vous savez, vous avez ce qu'on peut appeler des légendes qui donnent une certaine vision de personnage ou de la société. Alors qu'il nous faut, dans le cas du travail de l'historien, qui est toujours aussi sujet à réinterprétation, mais à partir de faits établis. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre ce laxisme ou cette liberté qu'a l'histoire ou qu'a le roman. Un romancier peut, même celui qui travaille, être dans le vraisemblable et pas dans le vrai, nécessairement. Donc, la question de la mémoire est importante parce que, effectivement, je pense à un phénomène ou à une histoire très récente, celle de l'occupation américaine ou encore celle du duvalierisme. Qu'est-ce que nous retenons de ces périodes? Comment nous analysons ces périodes? Est-ce que c'est à partir de données objectives, c'est-à-dire que ce soit statistique, que ce soit des actes du gouvernement,
ou simplement à travers nos impressions, à travers ce que les gens pensent et qui souvent dépend des changements dans la conjoncture, soit politique, soit économique. Tu vois, c'est-à-dire que on a vu à tel moment donné notre interprétation sur le Duvalier changer, dépendant de la situation. De même sur l'occupation américaine ou encore de même sur aujourd'hui, nous sommes 200 ans plus tard, donc 1825-2025, eh ben, sur la question de la dette de l'indépendance. Regardez, il y a eu un silence pendant très longtemps sur cette question. Et ce n'est qu'en 2003, soulevé, peut-être maladroitement, mais soulevé par Aristide, que cette question a commencé à prendre forme et aujourd'hui, cela fait partie du débat public. Mais de temps en temps, il y a comme, je crois que c'était Michel Wolff-Touillot qui en parlait dans son ouvrage magistral Silencing the Past, comment on fait silence sur certains aspects de l'histoire. Et donc, à la fois, la mémoire est nécessaire, mais la mémoire aussi peut être ce qui nous arrive aussi des fois. Une mémoire peut être saturée, c'est-à-dire, si vous deviez vous rappeler de tout, ben vous risquez d'être paralysé, de ne pas faire grand-chose. Il va falloir faire une sélection. Et la mémoire fait toujours une sélection. Oui, mais est-ce qu'il y a parfois d'oubli involontaire, comme quoi une stratégie politique? Parce que parfois j'entends encore à la radio en Haïti des gens qui font éloge de Duvalier, par exemple. Bon, il faut bien comprendre, cette dictature s'est établie sur presque 30 ans, 29 ans plus précisément. Ben, il faut calculer que on l'a vu en République dominicaine avec la dictature d'un tyran sanguinaire, Rafael Leonidas Trujillo. On le voit avec Staline, on le voit avec Hitler. C'est-à-dire, il y a des gens qui, encore une fois, se réclament d'Hitler, se réclament de dictateurs parce qu'ils ont eu des partisans pendant 30 ans. On ne peut pas gouverner ce pays pendant 30 ans sans avoir des gens qui ont bénéficié du système. Mais en même temps, il faut comprendre la généralisation ou le chaos de la situation actuelle avec font comme une sorte de nostalgie d'une époque où vous dites « Ah ben si j'étais pas impliqué, rien ne m'arriverait ». On ne voit pas les crimes de la dictature, on ne voit pas que cette dictature, 29 ans plus tard, a poussé les cadres, les professionnels, les ouvriers qualifiés, des paysans les plus, je dirais, déterminés à fuir ce pays. Et la durée de vie de la dictature a été telle que, si vous voulez, le départ a été presque sans retour, sauf de quelques individus. La plupart des gens ne sont pas revenus au pays, enfin de façon permanente. Donc, on comprend très bien qu'il y a encore à la fois des nostalgiques de la période qui se remémorent. Je me rappelle que dans un film qu'on avait fait sur Port-au-Prince, on avait interrogé quelqu'un qui disait « Ah, sous Duvalier, et m'te ka sorti à guitare, moi, m'entre à n'importe qui le. » Tu comprends? Bon, les gens sont aussi en nostalgique de leur enfance. Cette société a changé profondément. On ne voit pas les causes, mais ça, c'est pas... Et puis, c'est évident, c'est-à-dire les individus ont des opinions à partir aussi de leur propre vécu, ou encore de ceux qui n'ont pas vécu cette période, qui disent, bon, il y avait quand même un ordre. Tu sais, alors qu'aujourd'hui, ils vivent dans le chaos. Donc, on peut comprendre que il y a une nostalgie de la période. Maintenant, il y a certainement des individus qui ont participé à un titre ou à un autre au régime, et puis qui gardent, je dirais, parce qu'ils sont exclus d'un processus depuis 86, eh ben, ils gardent la nostalgie du rôle qu'ils ont pu jouer dans le système. Donc, ils tendent à valoriser l'époque de la dictature parce qu'ils en ont bénéficié ou parce que
eux-mêmes sont nostalgiques de l'époque où ils occupaient certaines fonctions. Mais maintenant, il y a une grande partie de gens qui sont nostalgiques d'une période qu'ils ne connaissent pas. Ouais, mais en Haïti, vraiment. Par exemple, j'ai vu il y a pas longtemps un très bon film qui s'intitule Je suis toujours là. C'est un film sur la dictature au Brésil, qui nous parle de la disparition de Rubens Paiva, d'ailleurs. Ce film a reçu l'Oscar du meilleur film 2025. C'est ce genre de travail, pour moi, qu'on manque en Haïti. Mais je pense qu'il y a aussi une question de moyens. Est-ce qu'il y a un fonds pour la mémoire et la recherche en Haïti? Absolument pas. Vous savez, c'est-à-dire la Bibliothèque nationale ne joue pas son rôle et elle-même, elle est menacée en permanence. Il y a 2 bibliothèques de référence, celle de Saint-Martial et celle des frères de l'instruction chrétienne de Saint-Louis de Gonzague. Mais ces bibliothèques, leur fonds est daté parce qu'ils ne pouvaient pas faire l'acquisition d'ouvrages critiques pendant toute la période de la dictature, et plus tard, ils n'avaient pas de fonds pour faire de l'acquisition. C'est-à-dire, on peut prendre un exemple très simple, il n'y a pas de photothèque en Haïti. Nous, on a pu, au syndicat, préserver des collections de photos. Je prends le cas d'une documentation photographique. On est peut-être les seuls à avoir une documentation photographique sur la période des 2 Duvalier. Bon, quant au cinéma et au travail, il y a eu le travail d'Arnaud Antonin sur la dictature, travail certes limité avec des moyens très limités, mais il y a aussi un travail de Raoul Peck avec au moins 2 films importants. L'homme sur les quais, où il traite de cette question, mais aussi Haitian Corner, qui était son premier film. Il y a aussi un film paru très récemment, il y a eu beaucoup d'éloges pour ce film, c'est La Fête des Pères, qui traite d'autres choses. Mais surtout, il y a eu ce film magnifique de Maryse Le Gagneur, qui est Le Dernier Repas, où elle aborde la question de la dictature sous Jean-Claude Duvalier, alors que les films de Peck, c'était la dictature sous François Duvalier. Il y a aussi le film d'Henri Pardo, Carnaval. Et Rachel Magloire a fait son film Camoquin, qui aborde la question, effectivement, de la répression sous Duvalier. Alors, il faut comprendre que c'est un phénomène récent. Le cinéma coûte cher, et c'est pas par hasard que les films de Raoul Peck ou de Maryse Le Gagneur sont des films financés avec des fonds extérieurs. Parce qu'en Haïti, le cinéma, c'est une industrie. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Quand Peck ou Rachel Magloire font des films, c'est des films qu'ils font avec ce qu'on peut appeler les moyens du bord, avec beaucoup de bénévolat, très peu de coûts. Mais il y a eu quand même, je dirais de plus en plus, des films qui sont faits sur la période. Mais est-ce qu'ils sont diffusés en Haïti? Il n'y a pas de cinéma. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Il n'y a pas une infrastructure qui permet, par exemple, en République dominicaine, il y a eu une trilogie d'un réalisateur dominicain, Fortunato, qui a fait un film avec un des grands historiens dominicains, Casa, Roberto Casa, qui s'appelle El Poder del Jefe, le pouvoir du chef. C'est une longue série qui a permis, je dirais, plus de peut-être 2 millions de Dominicains l'ont vu, d'exorciser cette dictature, de permettre de comprendre la logique de la dictature. Et puis, il y a quand même des livres qui ont été faits sous Duvalier, c'est-à-dire, mais quel est le niveau de diffusion de ces livres? Ça aussi, c'est un autre problème. Vous savez, nous, quand on a fait une grande exposition en 69 sous Duvalier, d'ailleurs, on prépare pour l'année prochaine un colloque à l'Université de Montréal avec la professeure Virginie Belloni et Ulysse Mentor, qui prépare un colloque, je crois Emeline Pierre aussi, qui prépare un colloque sur la dictature des Duvalier et la sortie de la dictature. Là encore, il est nécessaire, je dirais, de comprendre cette histoire. Bon, on en garde une mémoire, mais peut-être il y a un travail d'historien à faire, et c'est ça qui, à mon avis, est important, qui permet de fournir
une compréhension de l'époque et qui permet donc de, je dirais, d'aller au-delà de la mémoire de cette époque-là. Parce que, bon, la mémoire, elle est toujours un peu trompeuse, vous savez, il y a plein de trous. Mais il est important, et c'est là que je dirais que le travail de l'historien doit rencontrer cette préservation de la mémoire. La préservation de la mémoire, c'est aussi de trouver les moyens de raconter cette période. On a parlé du cinéma, on parle des romans, mais aussi peut-être c'est nécessaire à travers des expositions, à travers peut-être des musées aujourd'hui virtuels pour permettre aux jeunes d'accéder à une compréhension de cette époque ou des époques qui nous ont marqués, que ce soit la colonisation, que ce soit la révolution haïtienne, que ce soit je dirais l'occupation américaine, le duvaliérisme, les périodes marquantes de cette histoire. Est-ce que la mémoire est aussi un champ de conflit au même titre que les territoires ou les ressources? Eh bien, absolument. Puis il y a des conflits de mémoire. C'est-à-dire, je me rappelle ces débats à ceux qui disaient, bon, le duvaliérisme est venu avec son idéologie noiriste promouvoir, je dirais, la montée des classes moyennes. Et à d'autres qui disent, oui, mais le duvaliérisme, c'est aussi un moment d'une extrême violence. Et il y a eu, même à l'époque du duvaliérisme, des débats sur la question, je pense que c'était à l'époque un ancien ministre des Duvaliers, si ma mémoire est encore bonne, puisqu'on parle de mémoire, c'était Édouard Berouette, donc Dadou Berouette, qui disait, ah non, il n'était pas question sous Duvalier de démocratie, il était question de promotion des classes moyennes. Et donc, comme il disait, les notables ou la bourgeoisie avaient promu à l'époque de Pétion et de Boyer jusqu'à Geoffroy à la présidence à vie, Duvalier est venu avec la présidence à vie parce qu'il fallait faire la promotion des classes moyennes. Donc, on se rend compte qu'il y a des fois des conflits de mémoire. Qu'est-ce que nous retenons de cette période? Évidemment, il y a ceux qui ont été victimes et il y a cette organisation qui s'appelle Devoir de mémoire. Ils ont fait des interventions un peu partout dans le pays. Qu'est-ce que nous retenons de la période? Alors, il y a ce vieux proverbe créole, c'est-à-dire « bail oublié, poté mak changé ». C'est-à-dire, quel est votre point de vue dépendant de votre situation? C'est un peu comme sur la question du racisme. C'est un peu comme comment ont vécu les gens sur la question de la mémoire. Maintenant, la mémoire, elle est toujours élastique, hein? Elle permet d'être réinterprétée à chaque conjoncture, alors que l'histoire quand même a une autre rigueur, parce qu'il faut l'établir sur les faits. Vous ne pouvez pas simplement interpréter. Moi, j'ai écouté des gens qui disent, bon, Dessalines, il n'est pas mort au Pont Rouge, il est mort après ou ailleurs. Bon, ça, on peut toujours spéculer. Mais il faudra bien, de toute façon, revenir au travail de l'historien, qui est de rétablir les faits, bien qu'on peut interpréter différemment ces faits. Le fait est toujours une construction, mais il est basé sur soit des archives, soit sur des témoignages. Et il y a des méthodes pour critiquer un témoignage. Alors que, bon, dans le cas de la mémoire, c'est ce que vous retenez d'une période, c'est ce que vous retenez d'un personnage. Oui, mais maintenant, qui décide, par exemple, en Haïti, qui décide en Haïti de ce qu'on doit commémorer ou oublier? Ça a été le cas pendant très longtemps de l'État. On peut prendre un exemple. Pendant très longtemps, et je dirais jusqu'à l'occupation américaine, la commémoration toujours touchait le 1er janvier et le 2 janvier. C'est-à-dire, on commémorait le 1er janvier l'indépendance d'Haïti et le 2 janvier
on commémorait les aïeux, donc ceux qui avaient ou ceux qui étaient vus comme les pères de la patrie, comme tous ces héros qui avaient contribué à l'indépendance d'Haïti. D'un autre côté, il a fallu, sous l'occupation américaine, que le ministre de l'Éducation de l'époque, Dantès Bellegarde, ait voulu commémorer le 18 mai par des parades militaires et par des parades civiques. Les jeunes allaient, je dirais, en parade pour célébrer le 18 mai. Il y a eu même Édouard Tardieu, je crois, qui a fait cet hymne de c'est nos jeunesses étudiantes, donc, qui ont créé des hymnes, tout cela pour se remémorer d'une époque. Et plus tard, d'ailleurs, on l'a vu avec le travail d'un historien, Jean-Pierre Le Glonec, qui posait la question de Vertières. Ce n'est que bien plus tard qu'on a commémoré Vertières. Et même sous le régime de Paul Magloire, en 1953, donc 18 novembre 1953, il a même reconstitué avec les cadets et l'armée d'Haïti la bataille de Vertières. Ça a été filmé. On a encore les archives ici au syndicat de cette époque. Bon, qu'est-ce qu'on commémore, qu'est-ce qu'on ne commémore pas? C'est l'État qui détermine tout cela, parce que c'est l'État aussi qui établit les programmes scolaires. Bon, et qui détermine que le 18 mai sera un jour férié, bon, que le 18 novembre sera un jour férié où ça devient le jour de l'armée, le jour du Valier. Donc, et on voit comment on passe, je dirais, d'une commémoration à l'autre, dépendant de l'époque. En 1843, on a commencé à commémorer Jean-Jacques Dessalines à la chute de Boyer. Mais Boyer lui-même, il a plus célébré à la fois Pétion et à la fois Toussaint. Parce qu'il faut se rappeler que dans le cas de Boyer, comme Toussaint ou Pétion, ce sont des gens qui sont nés sous la colonie. Donc, ils ont célébré une certaine vision, celle qu'on pouvait appeler des anciens libres. Donc, on voit comment se construisent aussi des mythes. Le mythe de l'unité nationale, le mythe aussi qui a exclu ce qu'on a appelé de façon péjorative les Congos. Dans les premières interprétations qu'on a de l'histoire d'Haïti, que ce soit Thomas Madiou, que ce soit Ardouin, on voit que on célèbre les héros de l'armée indigène et au mépris d'une célébration, d'une commémoration du rôle des bandes qui sont déjà qualifiées d'Africains, qui sont qualifiées de Congo, c'est-à-dire qui ne sont pas qui ne sont pas du côté des vainqueurs. C'est le vainqueur ou les vainqueurs qui établissent une certaine vision et qui construisent un narratif, alors que le travail de célébration, ce que je dirais, des vaincus, c'est un travail que certains historiens comme Nathan Vachtel avaient appelé la vision des vaincus. Mais c'est un travail de réinterprétation de l'histoire, c'est-à-dire en donnant la parole à des groupes subalternes ou qui sont considérés comme tels, c'est-à-dire les paysans, les petites gens, la classe ouvrière, les femmes. Donc, à partir de quel moment on parle, je dirais, du rôle des femmes dans cette histoire-là? À partir de quel moment on met en avant ce rôle important? Vous savez, avant, ça a été le culte des héros. Toute l'histoire d'Haïti a été conçue comme une sorte de culte de héros ou l'histoire de père de la patrie. Jusqu'à présent, dans la mémoire populaire, on attend de Papa Dessalines, Pétion, c'était Papa Boncoeur, on attend, n'est-ce pas, Christophe, Papa Doc s'est défini comme le bon papa ou le mauvais papa, dépendant du point de vue, mais jusqu'à Aristide. C'est cette vision, je dirais,
du héros, du libérateur ou de ce personnage qui va nous libérer des problèmes. Personne. Donc, dans cette mémoire, aujourd'hui, tout le monde se réfère à Dessalines. Héritier Dessalines, papa Dessalines, petite Dessalines. Donc, Dessalines devient, je dirais, parce qu'il est mort de façon tragique, avec un assassinat crapuleux, donc tout le monde va faire référence à Dessalines. Et alors que, par exemple, dans le nord d'Haïti, c'est Christophe qui est mis en évidence, beaucoup plus que Dessalines. Merci beaucoup, Franz Walter. Merci, Marc. Merci beaucoup, c'était avec nous Franz Walter, historien, cinéaste, conférencier. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Encore avec Franz Walter, on va parler cette fois-ci de l'archive, toujours de la mémoire et de Sidika. À bientôt. Merci.